Radio Congo Live 11 Chicago, invité de ce journal La Communauté, M. Roland Matsuaka, qui est titulaire d'un doctorat en biostatistique obtenu à l'université d'Harvard à Boston. Bonsoir M. Matsuaka. Bonsoir M. Melindo et merci de m'avoir invité sur les antennes de Congo Live. Ok, nous allons donc parler aujourd'hui de vous-même d'abord, de vos travaux, mais aussi de votre activisme. Nous savons que vous avez été responsable dans une association congolaise ici même aux États-Unis. Alors, pouvez-vous nous parler de vous-même d'abord? Oui, avant que je commence, je voulais d'abord saluer tous les auditeurs de cette merveilleuse radio partout où ils se trouvent dans le monde. Parlant de moi-même, je suis donc Roland Albert Matsuaka. Je suis marié et père de 2 enfants. Je réside au Massachusetts, précisément dans la ville de Boston, et je suis là depuis 2003. Alors, mon parcours, je suis parti de Brazzaville, notamment j'ai fait le bac C au lycée Lumumba, qui est à 2 pas du mausolée Marie Ngouabi, en 90. Je suis allé à la faculté des sciences de Brazzaville, où j'ai eu le DUG et la licence en mathématiques. Donc ça, c'était en 93. Il y a eu la guerre en 93, comme vous savez. La faculté des sciences a été saccagée. Nous sommes restés à la maison toute l'année 94. En 95, le président Lissouba a eu la courageuse décision d'envoyer tous les étudiants de la faculté des sciences en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes partis en Afrique de l'Ouest au mois de février. Et on a commencé l'école, évidemment, au mois de février en 95. Donc, en 95, j'ai fait la maîtrise de mathématiques à l'université de Ouagadougou. J'ai ensuite fait un DEA en mathématiques pures, option algèbre, à l'université de Ouagadougou. Pendant que je faisais mon DEA, j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir des collègues tchadiens qui m'ont dit « Ok, mais toi, avec ton niveau et tes connaissances en mathématiques, tu peux donner des cours dans les lycées de la place. » Donc, ils m'ont branché. Donc, j'ai donné des cours dès déjà la 2e année de mon arrivée à Ouagadougou. Alors, quand il y a eu des difficultés maintenant avec la guerre de 97 et tous les problèmes qui s'en est suivi, cela a aidé aussi beaucoup de compatriotes, puisque j'ai eu à discuter personnellement avec beaucoup de compatriotes, les encourager. Donc, ils ont emboîté le pas d'aller enseigner aussi, en faisant leurs études universitaires. Et Dieu merci, pour beaucoup, jusqu'au moment où je vous parle, c'est l'enseignement qui les fait vivre. Donc la grande majorité de mes collègues qui sont partis de Brazzaville avec moi, qui sont restés à l'université de Ouagadougou et ceux qui ont suivi après, pour beaucoup, ils vivent de l'enseignement. Alors, donc en 97, avec les difficultés de la bourse, venant de Brazzaville, j'ai profité, il y avait la coopération belge qui offrait des bourses pour ceux qui voulaient bien étudier, aller étudier au Bénin. Donc, j'ai postulé pour cette bourse-là pour aller faire le doctorat au Bénin en mathématiques appliquées. Donc, je suis allé à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques au Bénin, où j'ai fait un DEA en mathématiques appliquées, option géométrie différentielle. J'ai commencé le doctorat là-bas aussi. Et dans le cadre de la bourse, je suis allé faire un séjour d'1 an en Belgique. Donc, de mon retour de la Belgique, je suis allé au Bénin. Et après, j'ai décidé de venir aux États-Unis avec mon épouse qui, à l'époque, était enceinte. Donc, je suis arrivé aux États-Unis en 2003. Je suis allé prendre les cours d'ISL, comme on dit English as Second Language, au quartier, parce que je tenais à aller faire des études universitaires et je visais l'université de Harvard. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de sous pour aller prendre les cours au Community College. Donc, en 1994, j'ai postulé à l'université de Harvard pour un doctorat. Mon dossier, je peux dire qu'il était solide puisque j'avais deux DEA, mais venant de là où je venais, je crois que c'était aussi un risque que les gars devaient prendre pour m'inscrire en DEA. Donc mon dossier était rejeté. J'ai saisi mon stylo et mon ordinateur, j'ai écrit un message pour dire, je pense que les gars, vous ne me connaissez pas, et c'est normal parce que je viens d'un coin que vous ne connaissez pas, mais je suis sûr que je vais être un élément important dans votre département. Donc, puisque le doctorat n'a pas marché, je vous suggère de me prendre un DEA et vous allez me tester pour voir si je serai à la hauteur. Je vais payer tout à mes frais et il n'y a pas de problème. Et donc j'ai été admis en DEA. J'ai fait mon DEA à l'université de Harvard en biostatistique. Pendant que je faisais mon DEA, j'ai eu la nationalité aussi. Donc j'ai postulé pour le doctorat à l'université de Harvard où j'ai fini mon doctorat en 2012. Et depuis 2012,
janvier 2012, je travaille donc au département d'épidémiologie comme chercheur à l'université de Harvard. Oui, nous aurons l'occasion de parler de ce département, notamment des travaux que vous avez publiés là-bas, mais revenons un peu sur les maths. Vous êtes un mathématicien rompu, je le constate, mais les mathématiques avec l'analyse, l'algèbre, la géométrie, ça c'est un domaine pur, non? Moi j'ai appris que chez Platon, c'était juste une propédeutique pour comprendre la logique philosophique. Quelle est l'importance des maths dans la vie à ce jour? Oui, je pourrais dire les mathématiques, oui, il y a l'aspect théorique. Et ça, c'est presque dans tous les domaines scientifiques et même médical, si je peux le dire. Mais il y a les aspects qui sont vraiment concrets, qui sont pratiques et qui sont importants pour la vie courante. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est le président de la République des États-Unis. Mhm. À chaque fois qu'il parle de Le président l'éducation, Obama, vous dites, mais non? le président Obama, oui, le président Obama, tous les discours qu'il fait sur l'éducation, si vous prêtez bien attention, il va parler de l'importance que les enfants américains puissent s'intéresser aux mathématiques et aux sciences. Fait bien une distinction entre le reste des sciences et les mathématiques, parce qu'il connaît l'importance. Et un deuxième exemple, pour ne pas aller très loin, l'élection présidentielle passée, il y a eu des sondages, il y a eu beaucoup de sondages, mais il y avait particulièrement un sondage qui a intéressé les journalistes, parce que ça, c'était du jamais vu. Un statisticien, Ned Silver, pour ceux qui suivent l'actualité, a prédit la victoire d'Obama depuis des mois, État par État, localité par localité, jusque dans l'État de Ohio, où c'était vraiment, comme on dit, swing state. Il a prédit et il a donné les résultats clairs. Et puisque les gens doutaient, pour dire que oh, ça c'est juste des prévisions mathématiques, il va s'embrouiller. Même à Fox News, qui était la chaîne de télévision qui était derrière l'opposant d'Obama, même jusqu'à la dernière minute, à la proclamation des résultats, ils n'y ont pas cru. Ils n'y ont pas cru et ils étaient surpris que ces prévisions puissent être vraiment aussi exactes. Donc voilà ces deux exemples où il y a plein d'autres exemples dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, de la météo, beaucoup d'autres domaines où les mathématiques sont importantes et où cela est très demandé. Donc, on peut bien les utiliser dans beaucoup de domaines pratiques de la vie. Alors, revenons à votre domaine, celui de la biostatistique. En quoi j'ai lu quelque part que vous fonctionnez un peu comme la météo de l'homme, notamment vous avez cette possibilité de prévenir des fléaux comme le H1N1 que nous avons connu. Dans quelle mesure vous êtes utile justement à la population euh, américaine, voulais-je dire, puisque nous sommes ici aux États-Unis? Oui, nous travaillons en collaboration avec beaucoup d'autres chercheurs, notamment les médecins, les experts de la santé publique, les experts de l'environnement, bien beaucoup d'autres experts. Donc, ce que nous faisons, nous, en tant que biostatisticiens, les médecins, les infirmières, ou tous ceux qui sont dans le secteur de la santé, ils vont rencontrer des malades, ils recueillent des données. Et ces données, nous, en tant que statisticiens, nous les analysons, nous voyons les tendances. Donc, pour le cas de ce que vous avez dit, EHV1, et particulièrement, je vais prendre un exemple plus concret qui a été ici aux États-Unis, le cas de la grippe, qu'on appelle couramment le flou ici. À partir des données que nous analysons, nous voyons les tendances et nous pouvons dire avec une grande certitude s'il y a une épidémie qui est déclarée, s'il y a une épidémie qui se déclenche ou bien il y a un risque qui va arriver dans les mois, les années à venir. Et en fonction de ça, nous informons les gens. Et pour le cas particulièrement de la grippe, qu'on appelle couramment ici le flou, vous savez que cette année et même l'année dernière, il y a eu des moments où on a dû même faire des publicités à la télé parce que ça devenait déjà un problème. On demandait aux gens d'aller se vacciner parce que nous avons vu les tendances qu'il y avait les gens qui allaient maintenant beaucoup dans les hôpitaux avec les symptômes de la grippe. Il y avait des symptômes de la grippe. Il y avait des enfants et surtout les personnes âgées qui étaient touchées. Et donc, pour pouvoir éviter que cela ne se transforme en épidémie, nous avons demandé aux gens d'aller se vacciner, d'aller prendre toutes les précautions nécessaires, laver les mains, ainsi de suite, pour éviter que cela devienne un fléau. Et oui, monsieur Matsuaka, quel est l'avenir de ce domaine, notamment en Afrique? Est-ce que vous pensez que ce domaine est connu, la biotech de statistique? C'est pas connu, malheureusement. Et je vais vous donner un exemple simple. Euh, je suis à la fin du mois de juillet, j'étais à Seattle, dans l'État de Washington, pour une conférence. J'ai rencontré quelqu'un là-bas.
qui est un Américain, donc qui travaille dans une fondation, en collaboration avec la fondation Bill Gates. Et la fondation avait envoyé des chercheurs en Afrique de l'Est, notamment au Malawi et au Kenya. Donc, ils sont allés sur place parce que Bill Gates avait donné de l'argent. Ils sont allés sur place pour demander, OK, nous, on sait que parmi les problèmes que vous avez ici, il y a le sida. Mais en dehors du sida, puisque nous finançons déjà le sida, quels sont les autres problèmes majeurs que vous avez dans le pays? Et nous voulons y mettre de l'argent pour aider à résorber ce problème, ou au moins apporter une solution aux populations. Ils ont dit, ah, nous ne savons pas parce que nous ne recueillons pas les données. Les gens viennent aux hôpitaux, les médecins soignent ceux qui peuvent soigner. Ceux qui ne sont pas soignés repartent à la maison. Alors, ils étaient venus avec l'idée d'aider, mais puisqu'ils n'avaient pas les données sur place, ils ont dit, OK, au lieu de vous aider, nous allons monter une équipe qui va se charger de recueillir les informations dans tous les domaines de la santé, toutes les maladies, et après, nous allons dégager les grandes tendances pour savoir là où il y a des problèmes, et on saura vous aider. Donc, en ce moment, depuis plus de 2 ans, cette équipe-là, qui est dans les stades de Washington et Seattle, travaille en collaboration avec une antenne qui sont sur place pour pouvoir déjà mettre comme répertorier les problèmes de santé que les gens ont là-bas, dans tous les domaines, que ce soit la santé infantile, que ce soit la santé maternelle, les grossesses, les complications, tous les domaines. Et avec le temps, ils vont pouvoir faire et savoir quels sont les points où il y a plus de problèmes. Donc, si nous avons ce genre de groupe de recherche, par exemple, je prends le cas du Congo, nous saurons, par exemple, puisque depuis que je suis né, ou même avant ma naissance, parce que je cause avec mes parents et mes grands-parents, ils disent que le paludisme était un problème à Brazzaville. Vous pensez qu'avec les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, avec tous les moyens financiers que le Congo aujourd'hui, le paludisme ne devait pas poser de problème. Et vous-même, avez-vous l'idée, peut-être un rêve pour votre pays? Non, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Pour le Congo, avez-vous un projet concret? Oh, le Congo? Oui. Oui, j'ai un projet concret, oui. Mais je ne peux pas vous le dévoiler parce qu'évidemment, ça va perdre son attrait. Mais j'ai beaucoup de projets pour le Congo. Ok, il n'y a pas de problème. Alors nous allons, si vous me le permettez, parler de votre département d'épidémiologie.